Bienvenue dans ce troisième épisode de notre mini-série au cœur de l'exposition La Fabrique du Temps, présentée au Musée de la Poste jusqu'au 5 janvier 2026. Je vous propose de m'accompagner dans une déambulation audio au travers des salles de l'exposition où le temps se révèle sous toutes ses formes. Ici, chaque pas nous invite à réfléchir à notre propre rapport au temps. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Emma Winstanley, qui est responsable flux et transport, postière engagée dans l'évolution des plateformes Colissimo, et d'Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences, conseiller scientifique de l'exposition. Deux regards, deux expériences et deux manières de penser le temps. Allez, suivez-moi, tendez l'oreille, le temps nous attend. Une œuvre attire mon attention, il s'agit de l'horloge de Véronique Joumard. C'est une horloge qui affiche l'heure jusqu'au centième de seconde. Son défilement rapide donne aux visiteurs le sentiment que le temps s'accélère, qu'il devient presque incontrôlable. Étienne Klein, nous avons souvent le sentiment ou l'impression que le temps va de plus en plus vite. Que nous dit cette accélération du temps sur notre époque ? Alors le fait que nous disions de plus en plus souvent que le temps s'accélère dit des choses non pas du temps mais de notre époque. En effet, les rythmes de la production semblent s'accélérer, le rythme des informations également. Bref, tout autour de nous semble aller plus vite qu'auparavant et on en déduit que le temps s'accélère. Et là, il y a un petit problème parce que pour avoir une accélération, il faut déjà avoir une vitesse. Parce qu'une accélération, c'est une variation de la vitesse. Or, le temps n'a pas de vitesse. Puisqu'une vitesse, c'est une dérivation par rapport au temps. Donc dire que le temps a une vitesse, c'est dire qu'il varie son rythme d'écoulement par rapport à son rythme d'écoulement. Donc là, il y a une sorte d'abus de langage qui vient du fait que nous confondons le temps et les phénomènes temporels. Nous pensons que le temps a des propriétés, en l'occurrence une vitesse, qui dépendent des choses qui se produisent dans le temps. On identifie la vitesse de défilement des aiguilles, le plus souvent de la trotteuse, comme étant l'incarnation de la vitesse du temps. Mais c'est une tromperie puisque on a transformé là le passage du temps en une vitesse dans l'espace et c'est ce qui entretient la confusion selon laquelle le temps, comme les objets qui se déplacent dans l'espace, pourrait avoir une vitesse. En fait, tous les dispositifs qu'on utilise pour mesurer les durées passent par le biais de l'espace. Et le déplacement de l'aiguille sur l'écran de la montre est un déplacement dans l'espace que nous confondons avec un déplacement du temps lui-même dans l'espace. Ce que décrit Étienne sur notre perception d'un temps qui s'accélère trouve un écho très concret dans l'organisation industrielle de la Poste et en particulier dans les plateformes industrielles de Colissimo, où tout est fait pour accélérer le traitement et réduire les délais. Ces 3 dernières années, Colissimo a fait évoluer considérablement sa capacité de tri dans ses plateformes nouvelle génération. Emma, peux-tu nous expliquer concrètement comment cette compression du temps s'est-elle traduite à l'échelle industrielle ? Ce qui a vraiment changé, c'est la vitesse avec nos nouvelles plateformes industrielles comme celle de Montoro ou de TA. On est passé d'un maximum un peu plus de 300 000 colis triés par jour à plus de 700 000 colis triés par jour dans un seul site. Donc, on a doublé notre capacité. Et ce n'est plus une exception, c'est devenu la norme. Cette évolution a permis de livrer plus vite, de passer une partie de notre flux de J+2 ou J+1. Le temps est devenu une ressource à optimiser, presque à compresser. Plus concrètement, l'accélération du temps de traitement s'est traduit par, entre autres, une optimisation des process pour gagner en efficacité. Alors Emma, est-ce que tu peux me donner l'exemple le plus significatif ? On a modifié l'étape du chargement de nos camions de livraison. Aujourd'hui, les colis sont rangés, mais en vrac, ce qui permet d'en mettre beaucoup plus dans un camion. Puis, en changeant les trajets, on a aussi avancé les heures de départ. Le résultat est que plus de colis partent plus tôt et on a même court-circuité certaines étapes en envoyant directement les colis vers les agences de distribution. C'est un vrai gain du temps.
Merci Emma pour cet exemple très concret. Alors on voit bien comment dans la logistique, tout est pensé pour aller plus vite. Mais cette idée de gagner du temps, comme si le temps pouvait être mis de côté finalement ou stocké ou utilisé pour plus tard, a-t-elle vraiment du sens et peut-on vraiment optimiser le temps? Oui, ça montre qu'on parle souvent du temps comme d'une matière première. Et en l'occurrence, ce qu'on a amélioré, c'est le débit, c'est le nombre de colis qu'on traite par jour. Et évidemment, quand on augmente la vitesse, eh bien, on s'offre une disponibilité par rapport au temps qui est plus grand. Plus ça va vite, plus à la fin, on dispose d'un temps à soi. Mais en l'occurrence, dans ces expressions-là, qu'on comprend très bien, le sens qu'on donne au mot temps est différent de celui que lui donnent les physiciens. C'est pas le vrai temps qui est désigné là, c'est plutôt notre liberté. Quand je dis je gagne du temps, en fait, je gagne de la liberté. Quand je dis je n'ai pas le temps, ça veut dire je n'ai pas la disponibilité pour faire ce qu'on me demande de faire. Et donc c'est une façon de parler qui montre la polysémie du mot temps, en l'occurrence montre le fait que parfois on l'utilise pour dire liberté. Votre analyse met en lumière la complexité de notre rapport au temps entre contrainte et puis liberté. Mais dans le quotidien, chez Colissimo, cette notion de temps prend aussi une dimension commerciale. Avec l'explosion du e-commerce, le temps devient un argument commercial, une promesse faite aux clients. Alors comment cette pression du toujours plus vite influence-t-elle les innovations chez Colissimo? C'est vrai, le temps est devenu un argument commercial. Euh, Au départ, on répondait à un besoin client, mais aujourd'hui, c'est aussi un levier de différenciation. Dans un monde où tout va plus vite et on doit sans cesse innover pour livrer plus rapidement, plus simplement, c'est un vrai course à l'efficacité. Par exemple, des petits robots ont été mis en place dans nos PFC pour traiter les colis de moins de 5 kilos. Et grâce à ce traitement dissocié, on a réduit le nombre d'arrêts de machine et la détérioration du trieur. Et puis, les petits colis sont directement regroupés en sacs par destination pour un traitement encore plus rapide vers leur destination. Et donc, par conséquent, on a réellement gagné en rapidité de traitement avec cette innovation. Aujourd'hui, beaucoup de marques nous promettent de faire gagner du temps ou de livrer en un temps record. Comme l'illustre cette affiche qui est devant moi, elle s'appelle Les Maîtres du Temps, réalisée pour la marque Chronopost. On voit un livreur qui apparaît comme s'il était un super-héros. Cette affiche de 1987 est devenue emblématique et aujourd'hui, elle fait partie donc des collections historiques du musée qui est donc visible dans cette exposition. Et en symbolisant la maîtrise et la rapidité de la livraison, on comprend bien que le temps est devenu un argument de vente puissant, comme si on pouvait maîtriser ou bien dompter le temps. Par ce biais cognitif, à quoi faisons-nous référence, Étienne? Albert Einstein expliquait un beau jour de 1922, il n'y a pas un temps des philosophes, il y a un temps psychologique différent du temps des physiciens. Il semble en effet qu'il existe un temps de la conscience radicalement différent de celui qu'indiquent les horloges. Ils se distinguent notamment par leur fluidité. Le temps physique s'écoule de façon uniforme, tandis que le rythme du temps psychologique varie. Selon les circonstances, il peut donner l'impression de stagner ou au contraire de s'accélérer. Maints facteurs se conjuguent pour venir modifier sans cesse la texture de notre temps psychologique. L'âge, bien sûr, mais aussi notre état d'impatience, ou encore l'intensité et la signification qu'ont pour nous les événements en train de se produire. Identiquement à lui-même, le temps subjectif, lui, semble se déployer en ligne brisée, jouer de l'accordéon, entremêler des rythmes différents, subir des discontinuités. Toute durée nous apparaît en effet imbibée des événements qu'elle produit. Cette distinction entre le temps vécu et le temps mesuré nous ramène à la réalité du terrain, où la technologie permet aujourd'hui de suivre chaque étape du parcours d'un colis. Je me tourne vers Emma, comment cela transforme-t-il la relation avec notre client? Le flashage ou le scan
de chaque colis est devenu essentiel, car il permet d'aujourd'hui de suivre un colis en temps réel, rendant le temps à la fois visible et traçable. Aujourd'hui, chaque étape du parcours d'un colis est tracée. Et d'un côté, ça sécurise notre process en interne, et de l'autre, ça rassure le client. Il sait où est son colis et quand il va arriver. C'est une vraie réponse à cette exigence d'immédiateté. Dans la livraison, le temps devient plus modulable et le client choisit quand il veut et où il veut recevoir son colis. En quoi la flexibilité des créneaux et des lieux de livraison redonne-t-elle du temps au client? Aujourd'hui, le client peut choisir son créneau de livraison ou repousser une date ou même décider où il veut recevoir son colis, c'est-à-dire à la maison, en relais ou en bureau de poste. C'est une forme de liberté pour le client. On ne subit plus le temps, on le choisit. Et ça, c'est une vraie évolution dans notre rapport au service. Avec les livraisons à la carte, on dit souvent que le client récupère du temps. Et est-ce qu'on peut vraiment reprendre son temps comme si on pouvait avoir une action finalement sur le temps à la manière du personnage qui est devant moi? C'est une œuvre de Martin Bass qui s'appelle Grandfather Clock. Cette vidéo qui est projetée sur le cadran d'une horloge, eh bien, on y voit un homme à l'intérieur qui efface et redessine à la main les aiguilles des minutes et des heures. Il donne ainsi l'illusion que le temps est continuellement réinventé, comme s'il se réappropriait le temps, et comme si le temps pouvait finalement être malléable. Mais finalement, que se passerait-il si au lieu de manipuler les aiguilles, il n'y en avait pas du tout? Cette indétermination aurait sur nous un effet ambivalent. D'une part, elle distillerait le sentiment que nous serions comme perdus au sein de l'éternité. Le temps continuerait de passer, mais sans que nous puissions percevoir son cours inexorable. D'autre part, elle créerait une sensation de liberté, puisque toutes les contraintes qui cadencent nos emplois du temps se volatiliseraient. En particulier, la notion de retard deviendrait à la fois caduque et absurde. Une horloge sans aiguille sur la façade d'un bureau de poste produirait un effet supplémentaire. En la regardant, nul ne saurait dire si le bureau est ouvert ou fermé. Cette superposition des possibles ne donnerait-elle pas à la poste un petit air quantique? Cette réflexion sur la liberté face au temps mesuré nous invite à nous demander, ou peut-être à imaginer, si demain, d'autres critères que la rapidité pourraient prendre le dessus dans la livraison. Qu'en penses-tu, Emma? Oui, je pense qu'on va atteindre un plateau. Le temps restera important, mais d'autres critères vont émerger, comme la qualité, la simplicité et même l'impact environnemental. Les clients préféreront peut-être recevoir les colis 2 jours plus tard, mais à un moment et un endroit qui leur convient vraiment. Le temps ne sera plus seulement une contrainte, mais un choix. Aux côtés d'Emma Winstanley, nous avons exploré l'univers de la logistique où chaque minute compte et où le temps devient un enjeu quotidien. Le regard d'Étienne Klein nous a permis de prendre du recul sur cette accélération, de questionner nos habitudes et de mieux comprendre comment le temps façonne nos vies, nos choix et nos attentes. Et à vous qui nous écoutez, je vous invite à venir découvrir par vous-même les œuvres et les objets dont nous avons parlé aujourd'hui et toutes celles et ceux qui sont exposés ici. Chacune d'entre elles interroge notre rapport au temps, le bouscule, le réinvente et offre une expérience unique à vivre sur place ici, à l'exposition La Fabrique du Temps au Musée de la Poste. C'est l'occasion peut-être aussi de changer votre façon de penser le temps. Alors prenez le temps de venir, de regarder et de vous laisser surprendre. Je vous souhaite une bonne visite.